20 heures. Demain, 20 juin, sera jour de reconnaissance envers les producteurs pilotes. Ils seront plus de 200 à recevoir des mains du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, des tracteurs assemblés et montés par une entreprise malienne, l'usine Mali Tracteur de Samanco. Zoom sur l'événement de demain, les préparatifs avec nos envoyés spéciaux. Les forces vives de la commune rurale de Kambila, dans le cercle de Kati, soutiennent la transition et l'armée malienne par un rassemblement de partage du bilan de l'an 1 de la rectification. Un invité pour ce 20h week-end, l'universitaire Dr Souleymane Dey, président de la commission loi du Conseil national de transition, pour faire le point de l'adoption vendredi dernier de la nouvelle loi électorale par le CNT. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je le disais donc, c'est demain, 20 juin, que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera à la remise des tracteurs aux producteurs pilotes. Ils sont au total 220 producteurs qui vont bénéficier de la subvention de l'État. Et ce sont des tracteurs assemblés et montés ici au Mali par l'usine Mali Tracteur. Nous pouvons dire des tracteurs made in Mali. Ambiance avant-veille de l'événement avec nos envoyés spéciaux à Samanco, Tamsir Diabaté et Aliou Touré. Les autorités de la transition rouvrent la porte de la souveraineté alimentaire aux producteurs à travers Mali Tracteur. Ici, c'est l'usine d'assemblage et de fabrication de tracteurs Made in Mali située à Sabanko, dans la commune rurale du Mandé. Et cette société d'économie mixte de droit malien a un capital d'1 milliard de francs CFA, avec une capacité de production journalière qui varie entre 8 et 12 tracteurs. Ces machines-là, s'ils sont bien entretenues, ils feront banalement 10 ans, sans qu'on touche au moteur. Que ce soit les 100 chevaux, les 50 chevaux ont une garantie de 12 mois à partir de la date de livraison. Vous savez que le Mali vient de récupérer encore sa place de premier producteur de coton. Ça s'appelle les tracteurs. Ils l'ont dit ouvertement au président Assimi lors de sa visite à Koutiala. Que grâce aux tracteurs, voilà pourquoi ils sont venus même l'accueillir avec plus de 200 tracteurs. Et dans d'autres secteurs, ils entendent encore faire la même chose. Que ce soit l'arachide, le riz, même le blé. L'impact est énorme et ça change gros en termes d'emploi. De sa date d'inauguration en 2009 par le président Amadou Toumadi Touré, l'usine a fourni aux producteurs plus de 500 tracteurs toutes catégories confondues. Et si au départ ce n'était que l'assemblage, aujourd'hui avec les ingénieurs maliens, c'est le Made in Mali. Une prouesse que les autorités de la transition considèrent comme un atout et une opportunité à faire de l'agriculture un puissant levier du développement. Contribuer à la mécanisation de l'agriculture, les autres de la transition viennent juste de renouveler la capacité d'établissement afin que le matériel puisse arriver ici à bon escient et être livré aux tracteurs, aux producteurs à moins de coûts. Pour consolider cet acquis et impulser une croissance forte et soutenue basée sur la production agricole, il faut aussi doter les producteurs de matériel agricole adapté. C'est pourquoi d'ailleurs le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, procédera ce lundi 20 juin 2022 à la remise de 225 tracteurs aux paysans. Le nombre total d'abord de la subvention cette année a fait 225 tracteurs, donc 115 en 60 chevaux et 110 en 50 chevaux. Mais demain, la remise symbolique concernant seulement 3 tracteurs. Un pour les jeunes, un pour les femmes et un pour les paysans adultes. Au regard de la transition agricole et de l'accès au foncier agricole aujourd'hui, la femme aujourd'hui est au premier plan. Justement, pour booster l'écosystème agricole, le gouvernement du Mali subventionne le tracteur jusqu'à 50%. C'est là pour permettre aux paysans de relever le défi de la sécurité alimentaire. Et pour ce faire, Toguna Industries s'engage à accompagner les autorités de la transition. Nous voulons accompagner les autorités de la transition pour qu'ils réussissent leur mission. Ça, c'est... Nous l'avons démontré depuis les premières heures de la transition et ensuite nous continuons à les aider parce que aider la transition
à réussir, c'est aider tout le Mali à réussir. En prélude à cet événement majeur, les populations de la commune rurale du Manding préparent activement l'arrivée du chef de l'État, non moins président du Conseil supérieur de l'agriculture. Et le maire de la dite commune Nuhu Kilepili est venu sur le site pour s'assurer de la bonne organisation de cette cérémonie de remise. Les élèves, les enseignants, les paysans, tout le monde est motivé vraiment pour accueillir le président demain matin, Inch'Allah. Du développement d'un pays, c'est l'agriculture. Je crois que le monde paysan aujourd'hui doit être soutenu avec tous les moyens disponibles pour que vraiment l'autosuffisance alimentaire soit au rendez-vous. C'est une aubaine aujourd'hui avec un président qui se soucie du monde rural. Ce lundi est un autre jour pour les producteurs, surtout au moment où le défi s'appelle le résultat dans le délai. Agriculture toujours ouf de soulagement pour les producteurs de Béouani en zone office du Niger qui ont réceptionné 2500 hectares aménagés clés en main pour la campagne qui s'annonce. Le ministre du Développement rural a procédé à la mise en eau de ces superficies. Ségou, on fait le point avec Kandesila. 2500 hectares de terres aménagées pour la campagne agricole qui s'annonce. Il y a de quoi réjouir les populations de la zone de production de Béouani qui accueille le ministre du Développement rural venu pour la mise en eau des superficies. Cette mise en eau à Tchongoni, site du projet par le ministre Modibo Keïta, accompagné à l'occasion par le commissaire à la sécurité alimentaire et les responsables de l'Office du Niger, marque ainsi la fin des travaux de ce projet financé à plus de 11 milliards de francs CFA au compte du 11e FED, Fonds européen de développement. Tous les travaux de réalisation de cet aménagement sont réalisés dans la règle de l'art. Et à la date d'aujourd'hui, tous les travaux sont terminés. On est à la phase de mise en eau pour vérifier vraiment la conformité de ces ouvrages-là. Il faut reconnaître que ce travail a connu quelques difficultés. L'entreprise a subi beaucoup d'attaques terroristes, mais avec la montée en puissance de notre armée, le ministre de la Défense a pris les dispositions pour que la sécurité puisse revenir. Aujourd'hui, le chantier est terminé. La mise en eau des superficies constitue donc une lueur d'espoir pour les producteurs de l'Office du Niger. Nous sommes très satisfaits pour cette réalisation qui prouve une fois de plus que les autorités pensent à nous. Nous sommes contents pour ces parcelles. Nous étions dans les difficultés. Moi particulièrement, j'ai 5 bouches à nourrir. Je n'ai qu'un seul hectare. J'avais vraiment de la peine à faire face aux dépenses. Ce pari gagné doit être un facteur pour la consolidation des efforts de sécurisation en cours avec le maintien de la cohésion sociale. C'est de nouvelles terres aménagées et ça va augmenter notre production de 15 000 tonnes de paddy. J'attends beaucoup des exploitants agricoles pour qu'ils travaillent davantage pour que nous ayons beaucoup plus de riz et aussi nous prions Dieu pour qu'il nous gratifie cette année d'une bonne pluviométrie. Le ministre du Développement rural a mis cette activité à profit pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'entretien en cours. Là aussi, des efforts sont déployés par la Direction générale de l'Office du Niger pour assurer les conditions optimales pour un bon déroulement de la campagne qui s'annonce. Les forces vives de la commune rurale de Kambila, c'est dans le cercle de Kati. Ces forces vives soutiennent la transition et l'armée malienne. Ce soutien s'est concrétisé par un meeting tenu aujourd'hui dans la ville. L'objectif étant de partager le bilan de l'an 1 de la rectification de la transition. Ba Traoré et Sidiki Balo sont nos envoyés spéciaux. Soutien à la transition et aux forces armées maliennes. Les populations de la commune rurale de Kambila répondent massivement à l'appel. Elles sont venues des 15 villages et hameaux contre la dite commune. Par la tenue de ce meeting, les forces vives de la commune rurale de Kambila entendent célébrer avec éclat l'an 1 de la rectification de la transition. La population de Kambila, mobilisée comme un seul homme, a décidé de soutenir les autorités de la transition et l'armée malienne.
Les convictions, elles sont vraiment nombreuses. Vous savez, depuis le début de cette crise, la crise politico-sécuritaire qui a pratiquement mis le pays à genoux, nous avons constaté que les autorités actuelles ont travaillé d'arrache-pied pour que le pays soit remis debout. Donc ce sont là des fortes impressions, ce sont là des réalisations, ce sont là des actions concrètes qui sont en train de développer le Mali, qui sont en train d'imposer le Mali à l'échelle nationale. Les actions phares d'abord, c'est la restauration de la dignité malienne. Vous savez, le Malien était tombé très bas, mais avec les autorités de la transition, on est parvenu à hisser notre souveraineté à l'échelle nationale et internationale. Appuyés par les différents intervenants, les membres du réseau ont salué les efforts faits au plan sécuritaire et sanitaire. Le réseau met un accent particulier sur les œuvres sociales où 200 forages ont été réalisés à travers le pays pour le bien-être des populations. C'est un bilan à mi-parcours car l'effort va se poursuivre, dira le représentant du Premier ministre. Les autorités de la transition se sont engagées dans un processus de rectification, dans un processus de construction de la nation, une nation autonome, une nation cohérente, une nation de paix. À ce titre, ils ont mis tout en place pour donner au peuple malien son honneur, sa dignité. Dans ce cadre, les forces armées et de sécurité ont été mises en priorité. Le Premier ministre et le président de la transition sont déterminés à rendre au pays toute sa dignité. Les forces de Kambila, vous venez de nous démontrer que vous êtes derrière la transition, que vous êtes derrière Assimi Goïta, que vous êtes derrière Choguel Kokala Maïga. Nous serons les porte-parole et nous leur ferons savoir en quoi la commune de Kambila est déterminée à les suivre et à réaliser la transition. L'appui aux infrastructures de base, la réalisation des forages et l'amélioration du plateau technique des centres de santé communautaires de la commune de Kambila sont entre autres doléances présentées aux autorités lors de ce meeting. Et c'est dans une ambiance festive que les marcheurs guinéens ont été accueillis ici à Bamako après plus d'un mois de marche. Une solidarité des jeunes panafricains pour soutenir les autorités qui font face à une double sanction. Boubacar Kanouté et Aloubé Kone. Il est 16h pile à la Tour d'Afrique, symbole de l'unité africaine. Les marcheurs guinéens sont accueillis. Pour rappel, ces marcheurs ont quitté Conakry depuis le 15 mai dernier. L'objectif est de soutenir les autorités de la transition qui font face aux sanctions injustes imposées au Mali. Ils ont bravé toutes les intempéries, le jeu en valait la chandelle, estime-t-il. Les dignes héritiers de Soundiata Keïta, Soumangourou Kanté, Samori Touré entendent désormais écrire une nouvelle page de leur histoire commune. Aujourd'hui, nous avons un sentiment de fierté de savoir que nos pères de l'indépendance, comme Sékou Touré et Modibo Keïta, avaient déjà tracé ce chemin-là. À un moment donné, ils ont compris qu'il fallait que les Africains s'unissent. Aujourd'hui, en voyant nos frères guinéens venir aider le Mali, venir soutenir le Mali, on ne peut que s'en réjouir et dire vraiment merci à la Guinée. C'est à fermer toutes les frontières. Les Guinéens sont restés avec nous, ils ont ouvert leurs frontières, nous avons leur port à notre portée, donc nous ne faisons que les remercier. Kwame Nkrumah a dit aujourd'hui l'indépendance, demain l'unité. Aujourd'hui, le peuple digne du Mali, avec son gouvernement, voulant lutter contre cette colonisation, en disant non à la France impérialiste, comme la Guinée l'a fait en 1958, nous ne pouvons pas rester à Conakry sans venir vous remercier à cause de ce geste noble. Le Mali incarne aujourd'hui le porte-flambeau de l'Afrique. Cette démarche panafricaine a été saluée par le ministre en charge de la jeunesse. Oui, vous êtes là chez vous, parce que également, Sékou Touré et Modibo Keïta ont laissé des dignes héritiers. En Guinée, Mamadou Doumbia se bat pour relever les défis et continuer le combat de Sékou Touré. À Bamako, au Mali, le colonel Assimi Goïta continue à se battre pour continuer la relève de Modibo Keïta. Et je tiens à vous rassurer que votre démarche cadre parfaitement avec la vision du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Cet acte de portée historique est le couronnement d'un combat mené par les pères de l'indépendance, Modibo Keïta et Ahmed Sékou Touré, pour fédérer les deux peuples.
Voilà, l'invité 20h de ce week-end n'est autre que l'universitaire Souleymane Dey, en même temps président de la commission loi du CNT. Bonsoir, professeur, docteur, j'allais dire. Bonsoir. Bonsoir. Donc, première question, confirmez-vous que le CNT a reçu sur sa table le 3 décembre le projet de texte de la nouvelle loi électorale? Merci infiniment à l'ORTM de nous avoir encore une fois de plus donné l'occasion de venir nous adresser aux Maliens pour porter haut la voix des forces vives de la nation, parce que le CNT incarne bien sûr la représentation des forces vives de la nation. Nous le confirmons, c'est le 3 que le gouvernement a déposé sur la table du Conseil national de transition le projet de loi électorale sous le dépôt que vous avez connu 2181. Et c'est le 6 décembre que cette loi a été, en tout cas ce projet a été transmis à la commission des lois. Effectivement, oui, c'était au mois de décembre. Alors, quels ont été les préalables avant son adoption? Écoutez, les préalables ne sont pas compliqués à expliquer. Là, ce projet est arrivé chez nous, comme je viens de le dire, le 6 décembre, soit 11 jours avant la fermeture de la session ordinaire du mois d'octobre. Et malheureusement, en 11 jours, la commission des lois ne pouvait pas fastidieusement instruire ces textes et pour pouvoir les présenter avant la fin de la session. Nous avons naturellement demandé au gouvernement que si on veut prendre de l'avance, du temps, il fallait nous ouvrir la session extraordinaire pour que la commission se mette au travail. Malheureusement, le gouvernement n'a pas souhaité ouvrir cette session extraordinaire. Nous avons compris peut-être que c'était en méconnaissance des procédures, parce que pendant que la session n'était pas encore ouverte, le gouvernement quand même nous avait demandé de commencer à instruire le texte. Et nous avons rappelé au gouvernement que c'était impossible tant que nous ne étions pas en session. Et nous avons réitéré plusieurs fois qu'il faille ouvrir cette session extraordinaire, mais malheureusement le gouvernement n'a jamais souhaité ouvrir. Donc on était obligé d'attendre le mois d'avril. Et quand la session du mois d'avril a démarré, et ça a démarré avec bien sûr le ton du président du Conseil national de transition qui a demandé que, passer le délai, parce qu'effectivement on venait de terminer les 18 mois, qu'il faille demander au Premier ministre de venir devant le Conseil national de transition donner l'état de lieu d'avancement de l'exécution du plan d'action. Et ce travail a été également confié à la commission des lois. Nous nous sommes attelés pour recevoir M. le Premier ministre dans le cadre de la question d'actualité. Et après, en ce moment, le 25 avril, la commission des lois a réellement commencé à travailler sur ce projet de texte. Donc c'était une lourde responsabilité pour vous. Et on a vu que sur les 96 amendements, 92, vous avez eu à faire 92 amendements sur les 225 articles. Dites-nous comment ça s'est passé tout cela. Écoutez, un véritable toilettage. Encore une fois de plus, le travail n'a pas été facile pour la commission des lois. On a eu l'impression que tout était fait pour nous compliquer davantage cette mission, d'autant plus que vous avez vu circuler partout des versions différentes de ces projets de texte, à tel point que lorsque des entités qu'on invitait devant nous arrivaient, certains avaient exploité une version qui n'était pas la bonne. Fallait donner... L'occasion vous est donnée justement de nous donner la bonne version. Exactement, nous avons donné à toutes ces entités la bonne version, en tout cas celle qui était déposée sur notre table, qui était de 225 articles. Et évidemment, à la lecture de ces 225 articles, nous avons, avec 87 entités écoutées, 260 personnes ressources écoutées, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait énormément d'incohérences, énormément d'insuffisances, énormément, bien entendu, de contradictions entre les dispositions textuelles qui nous obligeaient davantage à approfondir la démarche inclusive que nous avons souhaitée pour que la commission soit en marge de toute critique et arriver à un résultat que vous avez vu avec les 92 amendements. Je voudrais simplement ici préciser que il y a des contradictions quand on parle de la science, mais la contradiction que vous avez vue n'est nullement significative que la commission, ou du moins l'institution CNT, s'opposait au gouvernement. Il appartenait au gouvernement d'apporter un certain nombre de réponses à la commission. Elle n'a pas reçu ces réponses et, bien entendu, nous sommes arrivés à ce résultat. Mais si vous voulez, je pourrais aussi vous dire que sur les 225 articles, évidemment, nous en avons décidé de supprimer 6 articles. Donc, je pourrais vous dire, là, c'est l'article 7, l'article 33, l'article 105, l'article 150, l'article 171, l'article 172, et pour faire comprendre en ce moment que, oui, ce texte a été, pas pour nous toiletter, mais
des corrections ont été apportées là où il y avait des insuffisances, des redressements ont été apportés là où ces textes étaient en contradiction avec d'autres textes supra. Et bien entendu, tout cela, certainement, sur la base de la volonté exprimée des forces vives de la nation et bien sûr des 260 personnes qui sont venues parmi les 87 entités. Voilà, docteur D, un travail fastidieux et on a vu au résultat que finalement la loi elle a été adoptée. On nous parle d'une grande innovation justement avec la création de ce qu'on appelait l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections. Oui, il y a cette innovation extrêmement importante qui intervient aujourd'hui avec la création de l'EGE, qui est l'autorité indépendante de gestion des élections. Elle incarne désormais les prérogatives en matière électorale de la DGE, de la CENI, du ministère de l'administration territoriale, et je précise bien en matière d'opération électorale. Bien sûr que c'est une lourde responsabilité qui est confiée à un organe. C'est un vœu que les acteurs politiques ont cherché depuis fort longtemps à asseoir dans notre échiquier politique. Mais nous nous sommes mis en tête que nous ne devons pas aller avec de la précipitation, parce que ce n'était pas une première fois qu'on expérimentait une autorité indépendante des élections. La CENI de 1997 a été créée 4 mois avant les élections. Malheureusement, les résultats sont ce que nous connaissons tous, annulés par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, on y va vers la création d'une autorité indépendante des gestions des élections. Cette autorité indépendante, il fallait travailler pour que nous ne puissions pas tomber dans ces méandres de 1997. Et c'est pour cette raison, comme je viens de vous dire, que ces prérogatives sont astronomiques et importantes, ce qui est normal, parce que c'est le vœu de beaucoup de Maliens. Mais à ce niveau, il faudra qu'on apporte une précision. Pour beaucoup, on nous a fait comprendre que, en tout cas au sein de l'opinion, que ce projet de loi est un projet qui est la continuation logique des ANR. Ce projet, comme je vous venais de dire, a été déposé le 3. Les ANR ne s'étaient pas encore tenus. Et je le répète très bien que les ANR ne s'étaient pas tenus. Ce projet de loi repose essentiellement sur l'atelier de validation, la table ronde et les ateliers de validation du mois de septembre et novembre. Et donc oui, encore une fois de plus, c'est un texte qui n'avait absolument rien à voir avec les conclusions des ANR, mais nous avons pris en charge ces conclusions pour que le texte soit en phase. Docteur Souleymane D, cette adoption, elle est derrière nous. Maintenant, nous avons tous suivi la séance en direct. On a vu des échanges entre vous et Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des réformes, des échanges vraiment qui n'étaient pas... Maintenant que vous êtes là, et on a bien suivi aussi que Madame le ministre, dans ses propos, a eu à dire que le gouvernement ne prenait pas en compte. Quelle est votre réaction? Écoutez, cette réaction... Et je pense qu'on aura l'occasion... C'est une réaction inédite en matière de défense d'un projet de loi devant la plénière. Parce que, effectivement, Madame le ministre est le ministre qui portait les dossiers. Et moi, je voudrais préciser devant l'opinion nationale que nous ne comprenons toujours pas pourquoi le gouvernement ne se reconnaissait pas dans ces amendements. Je vais vous demander et vous inviter à revisiter les textes que le gouvernement a déposés sur la table du CNT. Vous trouverez entre autres, je ne vais pas tout citer, vous trouverez entre autres que ces textes ne contenaient pas de règlement intérieur. L'EGE n'avait pas de règlement intérieur dans les textes qui a été déposé. On avait dit que le règlement intérieur servait à l'organisation et au fonctionnement du secrétariat général. Nous avons fait comprendre au gouvernement que non, ce n'est pas le secrétaire général qui avait besoin d'un règlement intérieur, mais c'est de l'EGE. Il était dit qu'au départ, qu'un collège de désignation devait être mis en place, dont 4 nommés par le Premier ministre, 3 par le président du Conseil national de transition. Nous sommes revenus sur ce point pour dire que l'EGE devait être l'organe le plus neutre possible. Et pour cela, nous avons souhaité qu'il fallait retravailler la recomposition de ce collège et supprimer le collège pour demander à ce que désormais l'EGE soit composé de 15 membres. Et ce qu'on ne comprenait toujours pas et qu'on a relevé auprès du gouvernement, c'est que les élections se font par les partis politiques. Consacrés à l'article 28 de la Constitution du Mali, ce sont les partis politiques qui concourent au suffrage. Dire qu'on va créer un organe unique de gestion des élections sans les partis politiques, nous avons dit que c'était une attitude, en tout cas une approche qu'on ne comprenait pas. Je voudrais simplement que vous me donniez le temps de préciser ces points, parce que c'est extrêmement... En fait, c'est la loi qui déterminera la réussite de la transition, parce que la fin de la transition sera marquée par l'organisation des élections. Permettez-moi
de pouvoir développer ces points pour que tout le monde comprenne. Donc c'est un aspect qui était extrêmement difficile pour nous à faire passer et c'est ce qu'on a expliqué au gouvernement. D'ailleurs, sur ce point, le gouvernement, après avoir déposé le texte chez nous et après avoir été entendu, est revenu vers nous avec de nouvelles propositions pour nous demander de substituer un certain nombre de dispositions, par exemple, par rapport à ces points précis, de nous demander de substituer le collège avec cette fois-ci la possibilité pour le président de la transition de choisir les 7. Nous avons dit au gouvernement, vous avez discuté de cela avec quel acteur? Donc autant de choses qu'il faudra dire que le président de l'ES, par exemple, qui lui pouvait fixer la caution ou du moins recevoir la caution, nous avons dit non. Et quand on voit cette restriction en la matière, où on dit dans la loi que seul le receveur du trésor pouvait recevoir des mains du mandataire ou des candidats la participation non remboursable, nous avons dit non, c'est une restriction. Il faudra simplement dire que c'est le trésor public qui recevait. Je vous l'ai dit encore une fois de plus. Une dernière question. Oui, on aura d'autres tribunes justement parce que la loi, elle est très importante pour l'avenir de ce pays. C'est pourquoi je voudrais bien sûr qu'on puisse bien développer pour que tout le monde puisse on aura d'autres occasions. Moi, je voudrais juste terminer une dernière question. Je l'ai dit, l'adoption, elle est derrière nous. Quelles sont les prochaines étapes? Puisqu'on attend, en termes de délai, que dit la loi par rapport à la promulgation par le président? Je voudrais, avant qu'on arrive à ce point, préciser, encore une fois de plus, que la loi, elle est générale et impersonnelle. Elle n'est pas la loi d'une personne. Et je l'ai répété qu'elle n'est pas la loi non plus d'un parti. Nous sommes dans ce qu'on appelle une procédure de délibération. Et la procédure de délibération commence avec le gouvernement qui a eu tout le temps pour travailler ces textes et les voter en Conseil des ministres. Lorsque le texte arrive chez nous, et c'est ce qui est très important à dire, parce qu'on parle aux Maliens, c'est le temps du Parlement. Et pendant ce temps, le gouvernement n'a plus le droit de communiquer ou de faire la promotion de ces textes. Malheureusement, c'est ce que le gouvernement est en train de faire ou a fait jusqu'au jour où on a adopté les textes. C'est ce qu'on a dénoncé et qu'on a dit au gouvernement. Donc je voudrais simplement vous faire comprendre sur ces points précis que nous n'avons rien fait de mieux que de dire que l'EJ s'occupe de l'élection au Mali et des élections au Mali en respect de la réglementation. Non, mais je vous dis. Oui, on aura d'autres. Vraiment, dernière question. Je vous l'ai dit parce que vous avez eu à adopter la prochaine étape. Tout le monde sait la loi, elle attend sa promulgation. Que dit la loi par rapport bien sûr, au délai? Je vous l'ai dit, nous sommes dans ce qu'on appelle le processus de délibération. Le Conseil national de transition vient d'adopter le texte. Et le président va combien de temps? Bien sûr, le président a 8 jours pour promulguer cette loi. Mais il peut décider de soit demander une deuxième lecture s'il le veut. Tout comme le gouvernement, s'il n'est toujours pas content du vote que nous venons de faire, peut décider de saisir la Cour constitutionnelle qui est l'arbitre et qui peut statuer. Mais, encore une fois de plus, c'est le texte du gouvernement. La procédure législative continue, la délibération continue. C'est cette étape qui attend la loi. Si le gouvernement n'est pas d'accord avec ce qui a été fait, il appartient au gouvernement de saisir la Cour constitutionnelle, tout comme si le gouvernement ne le faisait pas, le président va promulguer. Mais ce qu'il faut préciser et répéter, le gouvernement avait tous les leviers pour obliger le Conseil national de transition à voter en état son projet. Et le gouvernement sait très bien que ces mécanismes existent dans la Constitution, mais le gouvernement ne les a pas activés. Il appartient à tous aujourd'hui, avec responsabilité, de parler aux Maliens sans passion. Chacun fera sa part. Merci, docteur Souleymane Dey. Nous aurons d'autres occasions de revenir vraiment sur l'adoption de cette nouvelle loi électorale et je pense que le gouvernement aura aussi son mot à dire là-dessus. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous poursuivons le cours de ce journal. Demain 20 juin, toujours, le Mali va célébrer la Journée mondiale des réfugiés. Le thème de cette année est « Chacun, partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité ». À l'occasion de cette journée, le ministre délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité des réfugiés et des déplacés a livré un message qui nous est proposé par Nouvom Sissoko. La célébration de la Journée mondiale des réfugiés est l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le cas des réfugiés, ces personnes qui vivent dans des circonstances difficiles et qui ont besoin d'assistance et de soutien. Le thème pour l'édition 2022 est « Chacun partout, tout le temps, toute personne a droit à la sécurité ». Malgré la crise sécuritaire et sociopolitique,
Le gouvernement poursuit ses efforts dans la protection des réfugiés de différentes nationalités sur le territoire. Au premier trimestre de l'année 2022, le nombre de réfugiés au Mali était de 53 351 personnes. Toutefois, en raison du contexte sécuritaire instable dans le Sahel, occasionnant des déplacements massifs incessants de part et d'autre dans l'espace du Sahel et de l'Iptako-Gourma, ce chiffre risque malheureusement de connaître une augmentation. Par ailleurs, il est à signaler que dans les pays voisins du Mali, notamment la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, le nombre des réfugiés maliens est de 167 145 individus au 31 mars 2022, pour lesquels le gouvernement continuera à déployer des efforts pour leur rapatriement dans les conditions de sécurité et de dignité. Le ministre Diarra a réaffirmé la gratitude du gouvernement au HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés au Mali, pour son accompagnement dans le rapatriement de plus de 84 000 réfugiés maliens et la protection de plus de 350 000 déplacés internes. À l'attention des réfugiés, je voudrais donner l'engagement du Mali à œuvrer au regard de la nouvelle situation pour que chaque Malienne et Malien puisse vivre dignement et librement afin qu'à l'avenir, nul ne soit obligé de chercher refuge ailleurs. Le ministre renouvelle ses remerciements au peuple et au gouvernement malien, ainsi qu'aux donateurs, aux agences du système des Nations Unies, aux ONG pour leur engagement en faveur des réfugiés. Plus de 400 millions de francs CFA pour renforcer le dispositif d'assainissement de la ville de Sikasso. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable est en visite à Sikasso où il a pu voir le chantier de la station de traitement de boue de vache située dans la décharge finale. Sekou Konaté et Amadou Dolo. Par cette visite, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable veut s'acquérir de l'état d'avancement des travaux de réalisation de la station de traitement des boues de vidange et d'excréta de la ville de Sikasso, située dans l'enceinte de la décharge finale. Un ouvrage démarré en 2020 et qui est en voie de finition après le retard causé par l'apparition de la pandémie à coronavirus et de l'embargo pour l'acquisition de la machinerie. Et aujourd'hui, c'est chose faite. L'équipement qui était attendu pour le traitement des boues de vidange est déjà arrivé. Le génie civil est presque terminé à 90%. Et nous pensons que cela va être une aubaine pour les populations de Sikasso parce que tout ce qui est boue de vidange de nos caniveaux et autres pourront être désormais traités ici, dans la ville de Sikasso, et à un coût vraiment que nous apprécions. Cet ouvrage, qui coûtera plus de 400 millions de francs CFA, aura un impact certain sur l'assainissement de la ville de Sikasso. L'environnement sera assaini, il y aura moins de maladies. En même temps, les dérivés qui vont sortir du traitement pourront être utilisés à d'autres fins, comme le maraîchage. Même les boues peuvent être réutilisées comme engrais, l'eau aussi. Première en République du Mali, l'initiative de Sikasso doit faire école pour le reste du pays. Nous voudrons nous focaliser sur l'expérience de Sikasso pour démultiplier effectivement des installations de ce genre sur l'ensemble du pays. Donc je voudrais inviter la ville de Sikasso, qui est la première à réceptionner des équipements de ce type, à prendre en bon père de famille cet équipement. La réception de l'ouvrage est prévue en septembre prochain. Madame le ministre de la Santé est en visite à Caille, apporter des solutions aux difficultés existantes au sein de l'hôpital Fousseni Daou de Caille afin que les services répondant aux besoins de la population. C'est tout le sens de cette rencontre d'échange de Madame le ministre de la Santé et tous les acteurs régionaux de la santé. Benogo Fofana. Améliorer les conditions de vie de tous les Maliens partout où ils se trouvent est l'une des priorités des plus hautes autorités du Mali. Après avoir instauré le régime d'assistance médicale RAMED pour assurer la prise en charge médicale gratuite des populations les plus démunies du pays, Madame le ministre de la Santé, en mission dans la région de Caille, a rencontré les acteurs impliqués dans les opérations d'enrôlement des 3 millions de personnes au RAMED. La gestion du système non contributif délégué à l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, à travers la mise en œuvre du régime d'assistance médicale RAMED,
est un dispositif public de protection sociale non contributive assurant la prise en charge médicale des indigents et d'autres catégories de personnes en situation d'assistance médicale. Expression de la solidarité nationale de l'État en faveur des personnes qui se trouvent dans une grande précarité, le RAMED est l'outil privilégié du gouvernement de transition pour établir l'équité dans les soins. L'Agence nationale d'assistance médicale ANAM, chargée de la mise en œuvre du RAMED, s'est fixé comme objectif d'immatriculer en cette année 2022 3 millions de nouveaux bénéficiaires. À la date d'aujourd'hui, 378 871 personnes ont bénéficié de la prise en charge médicale gratuite et complète sur un total global de 1 401 835 personnes immatriculées au RAMED. L'implication de tous les acteurs que vous êtes est nécessaire pour atteindre l'objectif de 3 millions de bénéficiaires à enrôler. Votre accompagnement, mesdames et messieurs, les responsables régionaux, locaux et communaux, dans l'opérationnalisation du RAMED doit se traduire par l'appui à l'identification et à la sensibilisation par les services techniques du développement social. Notons que dans la région de Kaïa, seul le maire de la commune de Logo, Mohamed Koulibaly, s'est fait distinguer des autres en payant régulièrement durant 3 ans sa part de contribution financière à l'ANAM. À cet effet, Djiminetou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social, lui a remis une attestation de reconnaissance. Point Covid du jour sur 590 tests réalisés, 0 cas positifs, 0 guéris, 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Une nuit pour célébrer la presse malienne, cela à travers la récompense des organes de presse et des journalistes par catégorie de presse. L'initiative est de l'Union des journalistes reporters du Mali, s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de la première édition de la NU de l'Union des journalistes reporters du Mali, cérémonie présidée par le ministre de la Communication, Aliou Abdoulaye Meiga. Sous les notes du couple Amisako et Basseko Kouyaté, le décor de la première édition de la nuit de l'Union des journalistes et reporters du Mali est campé. L'événement vise à récompenser les meilleurs patrons de presse et journalistes et reporters. Officiellement créée en 2021, l'Union des journalistes et reporters du Mali a pour objectif valoriser les métiers du journalisme, former et renforcer les capacités des journalistes et reporters. Pour cette première édition, le jury a examiné 12 candidatures, sur lesquelles 4 organes ont été retenus et récompensés. Le prix de la presse écrite revient au quotidien L'Indépendant et celui de la presse en ligne au site Mali Web. Pour la catégorie de la radio Clédou enlève le prix. Enfin, Chérifla s'adjure le prix de la catégorie télévision. Pour une presse malienne plus compétitive, le parrain plaide pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels. L'un des gros problèmes de la presse au Mali, monsieur le ministre, le président de la Maison de la Presse en a un peu parlé, c'est que les journalistes vivent dans une précarité extrêmement dangereuse. La plupart de ces journalistes ne sont pas payés. Et souvent, quand ils sont envoyés sur le terrain, on leur dit « débrouillez-vous ». Mais comment un journaliste qui a cette capacité dangereuse entre ses mains, comment on peut l'envoyer sur le terrain en lui demandant de se débrouiller? Il va se débrouiller comment? Pour le président de la Maison de la Presse, la refondation du Mali passe nécessairement par l'assainissement de l'espace médiatique. N'est pas journaliste qui le veut. Aujourd'hui, la presse malienne est à la croisée des chemins. Je l'ai dit haut et fort. Si rien n'est fait, dans 3 ans peut-être, mais dans 5 ans sûrement, la prolifération des médias représenterait plus de dangers que les armes. Aujourd'hui, il est temps d'adopter les décrets sur la presse en ligne. Monsieur le ministre, vous avez une responsabilité historique. Une transition est un moment de réforme, des réformes profondes. Si vous voulez réellement refonder le Mali, la refondation doit commencer par le secteur des médias, parce que c'est les médias qui manipulent, c'est les médias qui forment, c'est les médias qui informent, c'est les médias qui construisent et c'est les médias qui détruisent. Personne ne connaît aujourd'hui le nombre de médias maliens. Les hommes politiques font les défilés au niveau de la rédaction de ces médias non conventionnels au nom d'une prétendue
audience. Et quelle audience? À partir d'un smartphone, d'un trépied, un téléphone, on arrive à toucher des centaines de milliers de personnes à travers le monde. Au mépris des règles élémentaires de l'éthique et de la déontologie, l'État est en train de fermer les yeux sur ça. Si rien n'est fait, c'est une véritable bombe et les conséquences sont catastrophiques. De son côté, le ministre de la Communication invite les confrères au respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Dans le contexte actuel du pays, il devient primordial de bloquer la machine de désinformation. Notre souveraineté et notre combat pour la liberté, vous le savez tous, sont menacés. Menacés également par les fausses nouvelles du deuxième pouvoir, ce qu'on appelle les fake news. Et c'est donc ma conviction personnelle que de croire que les médias, les journalistes que vous êtes, j'insiste, le deuxième pouvoir, que vous avez un rôle important à jouer pour stabiliser notre société, la rendre meilleure et la préparer pour les combats de demain. Pour cette première nuit de l'Union des familles reporters du Mali, l'utile a été joint à l'agréable. Outre la récompense des meilleurs organes, les convives ont savouré de la bonne musique. Autre récompense, cérémonie de récompense, le projet USAID Mali Sira récompense les enseignants les plus méritants pour l'apprentissage en Bambara en première et deuxième année. Mamoutou Danté, compte rendu. 25 meilleurs enseignants des premières et deuxième années issus de 4000 écoles ont reçu des diplômes de reconnaissance et des cadeaux pour le travail bien accompli à travers le projet USAID Mali Sira. Ces enseignants ont mis en œuvre de nouvelles techniques d'apprentissage des enfants en Bambara tout au long du projet. Il s'agit d'améliorer la lecture-écriture des élèves de la première et deuxième année dans des écoles publiques et communautaires. Vraiment, pour nous, c'est ce groupe qui va continuer et assurer que tout ce qu'on avait fait, comme on a vu avec les enfants, va continuer après la fin du projet. Bon courage à tous les enseignants. Je sais que vraiment c'est quelque chose de pas facile. Donc on a vraiment changé un peu l'évolution de l'éducation au Mali et je vous encourage de continuer dans ce bon chemin. En 5 ans, le projet Mali Sira a formé 7500 enseignants, plus de 3500 directeurs et 60 agents des académies répartis entre 320 centres pédagogiques. L'USAID reste disponible pour accompagner le ministère dans la mise en œuvre de sa politique d'éducation. Donc les enseignants qui vont être certifiés ce matin, aussi bien que les conseillers techniques qui vont être certifiés, je pense qu'on aura un noyau au niveau national qui vont servir de relais. Mes vives félicitations pour les compétences transmises et acquises. Par votre travail et l'excellence de vos résultats, vous représentez l'espoir de toute une nation qu'un jour tous nos enfants seront de bons lecteurs, bien préparés à lire pour apprendre dans les classes supérieures et à réussir dans leurs études et dans la vie. Soyez fiers de votre accomplissement, mais n'en restez pas là. Je vous exhorte donc à soutenir vos efforts au cours des années à venir. Le projet intervenait dans la région de Koulikoro, Ségou, Sikasso et le district de Bamako. Sport week-end, encore Siragatou Sissé avec moi pour justement l'actualité sportive. Basket, championnat national de première division, fin hier de la 8e journée. Bonsoir Siragatou Sissé, à vous. Bonsoir à Ouitouré, bonsoir à tous. Alors, chez les dames, hier, le Stade Malien de Bamako a perdu 65-69 devant l'USFAS. Succès de l'Ice Police 58-48 sur Calaban Sport Club. Le Djolbasi bat l'Ice Real 58-51. Atarkob de Kidal domine l'Union Sportive Minankala de Koutiala 59-36. Chez les messieurs, le Stade Malien de Bamako écrase l'Ice Mandé 105-45. Le Djolbasi s'impose 72-69 devant l'Ice Real. Atarkob de Kidal pulvérise le Tata National de Sikasso 103-58. Et la Fédération malienne de tennis de table a mis les petits plats dans les grands en organisant la 5e édition du tournoi interscolaire au pavillon du stade Modibo Keïta.
Tout à fait, 5 finales étaient à l'honneur chez les poussins minimes et cadets en filles et garçons. L'objectif visé est d'apprendre aux jeunes en herbe les fondamentaux du tennis de table. On écoute justement le président de la Fédération malienne de tennis de table, Abdoulaye Sidibé, très content du niveau des pratiquants. Il y a toutes les catégories qui étaient concernées, à part les seniors. Si vous voyez qu'on a pris un peu de retard cette année, et on était en préparation pour le tournoi ouest africain de tennis de table. C'est pourquoi cette édition a un peu reculé d'un mois. Habituellement, on le faisait au mois de mai. Donc moi, je suis content d'une façon générale du niveau technique. Le niveau technique est très élevé maintenant, surtout à la base. C'est ce que j'avais toujours souhaité. Il y a beaucoup d'enfants qui pratiquent maintenant, surtout les minimes et aussi les poussins, les moins de 9 ans. Il y en a beaucoup qui jouent. À présent, enfin, un mot de transfert. Le Sénégalais Sadio Mané, l'international sénégalais, Sadio Mané va signer bientôt au Bayern de Munich. Est-ce une bonne nouvelle Oui, effectivement, une bonne nouvelle pour le joueur en question, parce qu'il a quand même l'avenir devant lui. Il a 31 ans seulement. Alors, l'attaquant international sénégalais, Sadio Mané, sauf retournement de situation, est attendu ce mardi 21 juin au Bayern Munich pour y signer un contrat de 3 ans. La signature sera historique, dit-on, du côté de la Bavière. Sadio Mané va toucher un salaire annuel de 20 millions d'euros, soit plus de 13 milliards de francs CFA. C'est un contrat en or qui s'offre aux champions d'Afrique. Il gagnera par mois, retenez-vous bien, 500 000 euros, soit 327 millions de francs CFA par mois. Alors, en Allemagne, Sadio Mané, l'enfant de Bamba Liba, âgé aujourd'hui de 30 ans, connaîtra son 4e championnat européen et 6e club dans sa carrière. Siragatou Cissé, est-ce que vous ne regrettez pas de n'avoir pas apporté les crampons pour jouer au football? Non, bon, vous savez, la vie est un choix. J'ai choisi d'opter pour le journalisme. Et on y va jusqu'au bout. Merci beaucoup, Siragatou Cissé. À présent, la chronique culture et société de ce soir, elle porte sur Ambo Dejo ou l'histoire mythique des Néropeuls, une réalisation de Alpha Meiga, Makan Diakité et Boubacar Diko. L'oralité n'étant toujours pas la fidélité dans la relation des faits, mais surtout l'oral essaie de plaire, de distraire et de magnifier. Nous sommes dans un vaste empire situé dans la boucle du Niger, l'empire Peul du Massina à travers la contrée Mouti. Mouti, tout un symbole. C'est la maison de l'argent, de la promiscuité et de l'abondance. Mopti, où toutes les ethnies se rencontrent et se brassent. Mopti, où le parler est constitué de 4 à 5 dialectes. Mopti, de l'avoir et du savoir. Mopti, de l'effort et de la récompense. Mopti, de Hambodejo Hamadi Pate Yalla. Hambodejo Hamadi Pate Yalla, l'empire Peul du Massina. Avec l'ensemble instrumental de Mopti, le récit de ce héros a pu être conté et chanté. Hambodejo est un preux guerrier, un ardo. On appelle ardo ces preux guerriers-là qui luttent et qui détruisent les troupes ennemies pour l'honneur et la dignité, pour inscrire leur nom en lettres d'argent ou d'or dans les annales de l'histoire, qui n'ont d'autre souci que de développer les vertus cardinales et les dignités ancestrales. Les Arbes, c'est ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour leur honneur. De leur nombre, Hambodejo Hamadi Pate Yalla, que la troupe de Mopti a chanté en 1978 comme un modèle accompli de gouvernance. L'histoire le magnifie avec plein d'anecdotes, d'émotions et d'enseignements. Aujourd'hui, il est pour la société du Mali une grande source de fierté, de générosité, de courage et de dignité. Hambodejo a développé un empire qui a un contenu, qui a un espace et qui a des valeurs. Et on lui a posé un certain nombre de questions qui sont d'actualité aujourd'hui. On lui a dit, Hambodejo, pourquoi de ton temps, très rarement, un jeune aux cheveux noirs meurt? Il dit, parce qu'il est un chef généreux. On lui dit, Hambodejo,
Pourquoi tu es toujours victorieux à la guerre? Il dit, parce qu'en allant à la guerre, il va avec deux choses, vaincre ou périr. Et ceux-là qui sont derrière lui, il décrit le nombre de ses corps d'armée, les fantassins, les archers, ses portefaix, et il décrit la valeur de chaque groupe. Le récit des événements passés qui porte sur Ambo de Dio ou l'histoire mythique d'un héros Peul est un bel exemple. Exemple dans lequel le peuple en crise du Mali peut puiser des ressources, c'est-à-dire affronter les difficultés du moment, envisager un avenir plus radieux avec beaucoup plus d'espoir. Au XVIIIe siècle, ce que Ambo de Dio a dit, en son temps, c'est aujourd'hui d'actualité. Le premier problème, c'est le problème de la redevabilité. Ne fais jamais sans consulter le premier rang. Ne fais jamais sans ton peuple prendre leur avis. Parce que c'est pour eux et par eux que tu fais. Il y a des caractères qu'un chef doit avoir pour développer l'éthique. Il faut que toi-même tu développes un certain nombre de valeurs. Il a dit, il est généreux. Il ne fait pas d'adultère, il n'a pas peur. Ni d'un homme, ni d'un djinn, pour travailler pour le peuple, pour faire pour le peuple et dire pour le peuple. Et c'est extrêmement important. À aucun moment il n'a parlé de moi. Il a parlé toujours de la cause publique pour inscrire son nom dans l'histoire et définitivement. C'est exactement ce qu'il est en train de chanter ici. Et c'est ça Ambo de Dio. Il faut le dire, sans honneur, que ferais-je de la vie? Mourir est une loi inévitable, mais se laisser honnir sans réaction, c'est manquer de courage et de vertu, disait Amadou Ampateba. À suivre après ce journal, question d'actualité à la loupe des analystes. Malikoura Tassira, une tribune qui a permis à chaque membre du gouvernement de faire le bilan de ce qu'il a pu faire jusque-là. Les invités sont Dr Fodje Tandjigora, sociologue, maître de conférence, Cheikh Amala Bachili, analyste politique, et Maï Niaré, vice-présidente du réseau international des femmes leaders du Mali. Question d'actualité à suivre après Défense citoyenne. Ça sera une présentation de Sira Bachili et l'émission Défense citoyenne aussi. Ce sera après Question d'actualité qui est une présentation de Abdoulaye Sako. Médecin militaire, dermatologue et chirurgien, le colonel-major à la retraite, Pierre-Paul Traoré, s'en est allé. Grand commis de l'État, le regretté a beaucoup œuvré pour la prise en charge au sein de l'armée. Il a fait valoir ses droits à la retraite. C'était en 2012. Aridjuma Tina. C'est à la cathédrale de Bamako que se sont déroulées les funérailles du colonel-major à la retraite Pierre-Paul Traoré. Décédé à l'âge de 72 ans, le regretté fait partie de la 5e promotion de l'école militaire interarmes de Kati en 1972. Ayant obtenu le doctorat en médecine à l'université de Bucarest en 1979, le colonel-major à la retraite Pierre-Paul Traoré a occupé plusieurs fonctions. Son engagement a permis d'améliorer la prise en charge au sein de l'armée. C'est notre affreux. Et c'est la promotion Bamema, nous c'est la promotion Fari Konaté. Nous sommes dans le même quartier, Amdalaï. Il a toujours été très gentil, disponible. Et il a fini sa carrière à l'Institut Marchou comme spécialiste en dermatologie. Donc tous ceux qui le savaient partaient chez lui, on les guettait chez lui. Et vraiment, il était disponible pour tous les porteurs d'uniforme à l'Institut Marchou. C'est qu'on a perdu un grand homme parce que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un de très humble qui nous a appris l'humilité et vraiment à être humble. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Médecin militaire, dermatologue, vénérologue et chirurgien, le colonel-major à la retraite, Pierre-Paul Traoré, chevalier du mérite national en 2000, a aussi obtenu la médaille commémorative de campagne en 2001. Il repose désormais au cimetière chrétien de Dravila.
Voilà, ainsi va la vie. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Qu'Allah bénisse le Mali.